Bonsoir à tous, voici votre dernier journal et les titres pour commencer. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé ce lundi au lancement des journées nationales de validation des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Au cours de ces assises, le rapport unique sur les états généraux sera validé, une validation qui mettra fin au processus des concertations. Le rapport sera remis au chef de l'État, Alassane Ouattara. Une équipe du ministère du Commerce a été dépêchée dans certaines grandes surfaces. Objectif, retirer des rayons des produits qui seraient nuisibles à la consommation, notamment les produits chocolatiers et Kinder qui ont été saisis à titre conservatoire. Les raisons dans quelques instants. Et puis, au 47e jour de la guerre en Ukraine, l'Est du pays s'attend à une offensive majeure de l'armée russe. L'armée ukrainienne dit se préparer à une ultime bataille à Mariupol, port déjà dévasté situé au sud-est de l'Ukraine. Bienvenue. École ivoirienne. Qu'est-ce qui ne va pas? Le rapport qui traite de la question sera remis au chef de l'État. Mais avant sa validation, le Premier ministre Patrick Achi a procédé ce lundi au lancement des journées nationales de validation des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Alexis Ouedraogo. Rassembler la Côte d'Ivoire au chevet de l'école pour imposer le diagnostic et définir des solutions concrètes de relève. C'est l'exercice des États généraux de l'éducation nationale lancé le 19 juillet 2021. Nous sommes convaincus qu'on ne produira jamais de grands intellectuels avec des écoles casernes aux effectifs pléthoriques, mal entretenus, avec des enseignants démotivés. Il urge, Monsieur le Premier ministre, de changer qualitativement les paradigmes, les mentalités, d'enseigner autrement en innovant les stratégies d'alphabétisation et de formation initiale et continue des maîtres, enracinés dans nos cultures et ouvertes sur le monde. Une urgence bien perçue par le gouvernement qui, avec ses états généraux, ayant inclus des campagnes d'information de population, des concertations régionales et de districts et autres concertations thématiques, veut donner vie à une école ivoirienne nouvelle. Ce lundi, après 10 mois de travaux méthodiques, l'heure est à l'ouverture des journées de validation. Il est attendu de ces travaux des propositions d'action fortes, à même d'aboutir à des changements profonds du système éducatif. Nous devrons ensemble réimaginer les futurs de l'éducation nationale pour offrir à nos enfants des outils pour se réaliser eux-mêmes et hisser la Côte d'Ivoire au niveau des nations dont l'efficacité interne et externe des systèmes éducatifs sont mondialement connus. Un système éducatif de qualité conformément à la vision du chef de l'État pour une Côte d'Ivoire solidaire, basée sur des ressources humaines de qualité et qui permettra au-delà de forger une culture commune, apprendre aux futures générations le vivre ensemble. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont pour objectif premier et primordial de co-construire un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs de la République. Nous débattons non pas seulement de l'avenir de notre école, mais de l'avenir de notre peuple et de notre nation. Je voudrais donc émettre un vœu simple mais essentiel. Voir éclore de vos réflexions et analyses des propositions innovantes, pertinentes et opérationnelles, tout à la fois financières, humaines, organisationnelles et infrastructurelles, pour édifier demain une école ivoirienne crédible, efficace, équitable. Les travaux de validation du rapport des États généraux de l'éducation nationale tiendront sur 3 jours. Leur conclusion reste très attendue du chef de l'État. On en vient sur le deuxième titre de notre journal. Une dizaine de références de chocolat de la marque Kinder a été retirée des rayons de supermarchés et isolée dans les centrales d'achat par mesure de précaution et relativement à la suspicion de contamination à la salmonelle sur certains produits de cette marque de chocolat. Le ministère du Commerce a visité plusieurs distributeurs et rassure les consommateurs. On fait le point avec Didier Nguessan.
Dans cette centrale d'achat sont entreposés des milliers de produits destinés à alimenter les rayons de supermarchés. Parmi ces produits, ces chocolats ont fait le chemin inverse. Ils ont été retirés de la vente suite à l'alerte sanitaire mondiale sur certaines références de ce chocolat due à une contamination à la salmonelle. Ce distributeur a pris ses dispositions. Notre direction générale a comme priorité protéger la santé des consommateurs. Donc nous avons envoyé un mail à tous nos points de vente pour que tous ces produits incriminés soient retirés des rayons. Si le principe de précaution est de mise ici, chez cette autre centrale d'achat et ce distributeur, les deux références de chocolat incriminées ne sont pas proposées. Nous tenons à rassurer les populations, ce ne sont pas les mêmes références. Ces références sont saines, elles ne sont pas produites dans les mêmes usines que les références concernées par la suspicion. Donc on veut vraiment rassurer les populations, leur dire que nous sommes résolument engagés pour la sécurité alimentaire. Ils n'ont donc aucune crainte à se faire. Notre magasin n'est vraiment pas concerné par cette alerte internationale. Nous n'avons pas en stock ce produit, donc nous avons pris les mesures nécessaires pour faire les contrôles. Nous sommes en appui avec le ministère du Commerce qui fait des vérifications et pour rassurer toute la population. Les clients rencontrés en rayon se prononcent. Quand c'est fondé, c'est bien pour nous, les clients. Par précaution des utilisateurs, si le gouvernement voit que ce n'est pas une bonne chose, ils peuvent retirer et ramener après. Après les échanges avec les centrales d'achat et la visite des entrepôts, le directeur de la répression des fraudes du ministère du Commerce rassure. Nous, en tant qu'administration, nous procédons à la surveillance du marché de sorte que ces produits-là ne puissent pas se retirer sur le marché. Et si ces produits ont été déjà mis sur le marché, nous menons des investigations de sorte que ces retraits-là soient faits. Il ne s'agit pas de toutes les gammes de produits Kinder. Il faut bien préciser. Il y a des types de Kinder qui sont incriminés et qui font l'objet de l'alerte. Les clients ayant acheté les deux types de chocolats suspicieux et qui ont conservé leur reçu sont invités à retourner les produits pour se faire rembourser. À Daloa, le monde agricole prend connaissance avec l'agriculture intelligente. C'est à travers le projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'e-agriculture. C'est une des composantes de la réforme du secteur agricole au moyen des technologies de l'information et de la communication. C'est ce que nous apprend Léon Brou. Il se déploie progressivement pour couvrir tout le territoire national. Déjà, le PSN2EA, à savoir le projet de solutions numériques pour le développement du secteur agricole et le e-agriculture, réalise du succès dans les régions de la Maraoué et du Haut-Sassandra. 300 000 acteurs de la chaîne de valeur enrôlés, 5 000 publications et 9 000 visites dans la plateforme. Cet outil du PSN2EA pour révolutionner la production et la vente des produits agricoles au moyen des technologies de l'information et de la communication. Une fois dans la base de données, si vous avez de la production disponible, vous publiez cette production sur la plateforme. Et tous les acteurs qui sont dans l'écosystème ont accès à cette production. Si vous avez un besoin d'achat, vous publiez votre besoin sur la plateforme. Gratuits sont les services de la plateforme du PSN2EA pour améliorer la productivité des exploitants agricoles et l'accès de ceux-ci au marché, atténuer l'impact du Covid-19 sur le secteur agricole, accroître l'accès des services numériques dans les zones rurales. L'innovation, donc la clé de la relance de l'économie agricole, selon les ministres de l'économie numérique et de l'agriculture. On est 28 millions d'habitants pour 42 millions de téléphones. Donc chaque Ivoirien a au moins 1 à 2 téléphones. Ça montre que malgré tout, on sait l'utiliser. Donc il n'y a aucun problème. C'est un produit qui est simple, facile à utiliser, avec des images. Donc une tomate, tout le monde sait la reconnaître. Il suffit de cliquer dessus pour qu'on puisse en acheter. Ça permet aux paysans de pouvoir échelonner sa production. C'est l'avantage d'abord qu'on tire de cette plateforme numérique. Ensuite, nous avons la possibilité aujourd'hui de connaître tous les marchés. Donc nous demandons à tous nos producteurs, à tous les commerçants de pouvoir s'approprier un tel outil. Gérée avec le concours de la NADER et de l'OCPV, la plateforme du PSN2EA intègre les produits vivriers et maraîchers comme les produits de rente tels la noix de cajou. Des solutions développées au volet 2 du PSN2EA, financées par la Banque mondiale et mises en œuvre par les ministères de l'économie numérique et de l'agriculture.
On reste à l'intérieur du pays, notamment à Agnibilé-Krou et Bétier, deux zones qui ont bénéficié d'infrastructures hydrauliques. Le ministre Laurent Tchagba y était pour des inaugurations. Il a également visité le chantier de construction d'un barrage sur le fleuve de la Komoé. Herman Yamia. Fini les pénuries d'eau dans les ménages de la ville d'Agnibilé-Krou. La production d'eau potable qui était de 3158 m3 jour pour un besoin journalier de 3754 m3 passe désormais à 5156 m3 jour. Grâce au renforcement de la production en eau potable de la ville d'Agnibilé-Krou, le déficit de 598 m3 jour est résolu et la ville dispose désormais d'un excédent de production de 1402 m3 jour. Un véritable soulagement pour la population. C'est tout naturellement un grand soulagement pour les populations qui se plaignent quotidiennement des coupures intempestives d'eau. Bientôt, leur souffrance sera reléguée au rang des mauvais souvenirs. L'unité compacte d'Aigremonte dénommée UCD, inaugurée ce jour, a coûté plus d'1,2 milliard de francs CFA pour permettre à la ville qui s'étend de jour en jour de ne pas connaître de nouvelles pénuries d'eau. Le ministre de l'Hydraulique a procédé au lancement des travaux d'extension du réseau hydraulique. Les travaux d'extension du réseau de 30 km d'un coût global de 503 millions de francs CFA. Les travaux de réalisation de ce projet s'exécuteront en 3 mois, ce qui permettra d'impacter environ 1000 abonnés en plus. Après Agnibilé-Krou, le ministre Laurent Tchagba s'est également rendu à Bétier pour l'inauguration de l'UCD de cette ville. Ici encore, grâce au renforcement de la production d'eau potable, les populations auront de l'eau en permanence. Notre ambition est de faire en sorte que le développement arrive dans toutes les contrées de notre pays. Que chaque Ivoirien puisse bénéficier des bienfaits du développement. L'eau, source de vie, et grâce au ministre Laurent Tchagba et à son équipe, sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre du gouvernement, l'eau sera une réalité, l'eau potable de bonne qualité sera une réalité pour tout un chacun. À Abengourou, où le ministre de l'Hydraulique a commencé sa visite dans l'Indéné Guablin, Laurent Tchagba s'est rendu sur les chantiers du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abengourou et des localités environnantes, notamment le barrage en construction sur le fleuve de la Komoé dans le village de Dalo, les châteaux d'eau en construction à Etienne-Kro, Kogina et à Abengourou. À l'issue de sa visite, il a rencontré la population pour une réunion de restitution. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en mission dans le département de Ouangolodougou, précisément dans la sous-préfecture de Diawala. Il est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la future brigade de gendarmerie de la localité. Tout est fin prêt pour accueillir du personnel. Kader Sogodogo. Voici la nouvelle brigade de gendarmerie de la sous-préfecture de Diawala. Nous sommes dans le département de Ouangolodougou. Elle est visitée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Bonne nouvelle, le bâtiment est entièrement achevé. La clôture également. Reste l'équipement. Son ouverture n'est qu'une question de semaines. Le conseil régional a été bien inspiré de créer une brigade de gendarmerie ici à Diawala. Il y a eu des soucis entre Diawala et Niélé ces derniers temps. Et il a fallu que le commandant supérieur de la gendarmerie, avec ses hommes, se déploie ici dans cette zone pour essayer de ramener le calme. Donc la construction de cette brigade de gendarmerie, je dirais, vient à point nommé. La brigade de gendarmerie de Diawala a été entièrement financée par le conseil régional du Tchologo avec à sa tête le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Bâtie sur une superficie de 0,75 hectares, elle dispose de 14 bureaux, de 3 chambres de sûreté. 100 gendarmes sont actuellement présents à Diawala suite à un conflit début mars entre 2 villages de Diawala et de Niélé. Le bilan, 7 morts. L'ouverture de cette brigade viendra sûrement dissuader toute forme de velléité dans la zone. Coronavirus, le point de la situation, tout de suite. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 11 avril 2022 un nouveau cas de Covid-19, 4 guéris et malheureusement un nouveau décès. À la date du 11 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 829 cas confirmés, dont
80 989 personnes guéries, 797 décès et 34 cas actifs. Le 10 avril, 19 188 doses de vaccins ont été administrées. Autre volet de l'actualité, il faut respecter les règles du jeu démocratique et politique de notre pays. Un message du ministre Epiphane Zoro face aux filles et fils de la région de la Maraoué. C'était lors d'une rencontre organisée par le préfet de région, préfet du département de Boisflé. Jean-Marc Adjadji nous en parle. C'est une initiative du préfet du département de Boisflé, Gongba Guy Georges, qui dès l'entame de la rencontre égrène le chapelet d'événements qui ont mis à mal la cohésion sociale dans la localité. Il s'agit de graves incidents constatés lors des 2 dernières échéances électorales, notamment à Boisflé, Saint-Franc et plus récemment à l'occasion du renouvellement de la municipalité de Boisflé. Les chefs traditionnels souhaitent être en première ligne pour les règlements des conflits. Les politiciens font la politique. Nous, les chefs traditionnels, nous faisons la paix, la réconciliation entre nos populations. Que les politiciens fassent leur politique, mais ne s'ingèrent pas dans le travail des chefs traditionnels. Le ministre Epiphane Zoro se réjouit de ce cadre d'échange qui permettra de consolider la cohésion sociale dans la Maraoué. Nous sommes heureux que des échanges aient été francs, des échanges directs. Les acteurs politiques de tous bords se sont retrouvés. On s'est tous parlé et il y a eu un consensus autour d'une seule chose, l'engagement de chacun pour que la vie politique dans la Maraoué soit apaisée. Sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement. Sans cohésion sociale, il ne peut pas y avoir de développement. Et c'est le message qui a été passé et entendu par toutes et tous. Rendons-nous justement sur le terrain politique. Le secrétariat national chargé des enseignants RHDP lance ses activités après la restructuration du parti. Une rencontre au cours de laquelle le premier responsable de la structure a présenté la matrice d'action et l'axe de travail. Abou Sanogo. Cette rencontre est la première du genre depuis la restructuration du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. 4 points étaient à l'ordre du jour. L'élaboration de la feuille de route, l'axe du travail, la présentation de la matrice d'action et la présentation des changements intervenus au niveau de la constitution du Bureau national. Et il s'agit, selon le secrétaire national chargé des enseignants du primaire, du secondaire et du technique Abdoulaye Kouyaté, d'œuvrer pour le rayonnement du RHDP. Nous en avons profité pour tracer notre axe, n'est-ce pas, de travail, pour nous mettre véritablement à la disposition, n'est-ce pas, de notre parti. Ces axes, de mon point de vue, nous allons l'exposer, n'est-ce pas, au niveau du secrétariat exécutif. Si cela est validé, nous allons l'exécuter. Plusieurs actions sont prévues pour investir le terrain et remobiliser les enseignants RHDP sur toute l'étendue du territoire national à travers des tournées de sensibilisation et de formation. Ces dernières seront ponctuées par les investitures des sections locales du secrétariat national chargé des enseignants RHDP. Nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois saint par excellence des musulmans, car il constitue le mois de jeûne. Les autorités du Sud Comoé viennent de faire don de vivres et non-vivres musulmans de la région. Patricia Omouitia. Composé de 30 tonnes de riz, 15 tonnes de sucre et une enveloppe de 10 millions de francs CFA, ce don d'une valeur de 40 millions de francs CFA est destiné à la communauté musulmane du Sud Comoé. Le but est d'aider les membres les plus vulnérables de la communauté musulmane à s'acquitter plus sereinement du jeûne pendant le mois de Ramadan. 6666 versets de Saint-Coran pour intercéder auprès d'Allah dans ce mois béni, pour accompagner les actions du président de la République. Et c'est ce que nous avons fait. Revenant sur l'importance du mois du Ramadan, les généraux donateurs, notamment le président du CESEC à Kaoulé, le représentant du secrétaire général de la présidence Aboudraman Sissé et le représentant d'Ibrahim Magassa, fils du Grand Nord, ont tous invité les guides religieux musulmans et l'ensemble de la communauté musulmane à se recueillir dans la prière. Le ministre Sissé Aboudraman me charge de vous transmettre son assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toute la communauté musulmane, ainsi que ses salutations à l'ensemble des autorités ici présentes. Je voudrais, à la suite de ce qu'il m'a dit, vous demander à nos guides religieux de prier pour le président de la République, d'adresser des prières avec une grande ferveur. À travers ce geste, je voudrais vous exprimer toute notre proximité et notre attachement aux valeurs essentielles prônées par la religion musulmane,
qui est une religion de tolérance, une religion de paix, une religion d'unité, de solidarité, d'ouverture et qui prône le développement de l'homme et de la cité. Le ministre d'État, Komena Adjoumani, patron de la cérémonie, a exprimé sa joie d'être aux côtés de ses frères musulmans en cette période importante qui invite à la pénitence, à la privation, au partage et à la générosité. Nous avons décidé donc de faire une cérémonie de prière et de bénédiction à l'endroit de notre chef, le président Alassane Ouattara, que vous portez dans votre cœur. Je vous dis merci. L'ensemble des imams du Sud Comoé ont salué cette grande générosité. Ils ont fait des prières pour le président de la République en lisant dans son intégralité le Saint-Coran. On poursuit avec les dons, cette fois avec ceux du ministre-gouverneur du district des Montagnes, Albert Flendé, a offert des vivres et des numéraires aux chrétiens et musulmans. Avoué, compte rendu. 1 tonne de riz, une demi-tonne de sucre, 3 paquets d'hosties pour la communauté catholique de Mans. Un don d'Albert Flendé, ministre-gouverneur du district des Montagnes. Le cheminement religieux a toujours une importance. Le carême débouche sur Pâques. Et donc, ce que nous avons envoyé aujourd'hui pour les 6 paroisses, nous allons le compléter, si Dieu le veut, pour les autres paroisses, non seulement du département de Mans, mais si Dieu le veut, au niveau de la région, voire même au niveau du district. Ça sera de façon progressive. La communauté catholique salue l'acte de solidarité, de partage et de fraternité en ces moments de carême. Faire un don à l'Église, c'est penser aux pauvres. Parce que l'une de nos missions, c'est de soutenir les pauvres. Et je pense que les vivres qui sont arrivés ont donc pour but d'aider la nécessité de notre communauté. Et je crois que ça nous réjouit aussi. Et ça va réjouir également nos frères, nos sœurs les plus démunis qui vont recevoir donc ces dons. Après la communauté catholique, le ministre-gouverneur a également offert à la communauté musulmane de Mans 39 sacs de riz, 39 cartons de sucre et 200 000 francs CFA en espèces. Le ramadan a débuté depuis le 2 avril 2022. Le réseautage, solution pour impacter la société. Le sujet au centre de la 2e édition de la Tribune des femmes leaders, une initiative de l'Amicale des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Issa Tchonayeo. Réseautage et leadership féminin au cœur d'un échange organisé par l'Amicale des anciens de l'AEMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Cette tribune, la 2e du genre, est l'occasion de valoriser et distinguer les femmes leaders musulmanes. Cette année, nous avons voulu marquer le coup par la mise en place d'un réseau fort de femmes issues des 3A de l'Amicale des anciens de l'AEMC. Et notre objectif à travers cette mise en place est de pouvoir nous interconnecter pour parler des questions de développement. Les conférenciers intervenant sur le thème réseautage et leadership féminin, un outil d'impact pour le développement des organisations, ont exhorté les femmes à travailler en réseau. Le leadership féminin n'est qu'à ses balbutiements et les femmes ont besoin de modèles. Se retrouver en réseau, ça leur permet de voir que si d'autres femmes arrivent à faire certaines choses, elles en sont capables. Ça leur permet de fédérer leurs ressources, mais également de minimiser les faiblesses de leurs projets. Les femmes ont décidé de se mettre ensemble et ce réseau qui est déjà naturel va être formalisé au niveau de l'Amicale des anciens de l'AMC pour que les femmes puissent interagir et utiliser au mieux le potentiel qu'elles représentent. Parler de réseautage en direction des femmes n'est que louable parce que comme on le dit, quand on veut aller loin, on se met ensemble. Et se mettre ensemble, c'est tisser une toile d'araignée qui permettrait à chacune des organisations qui se retrouvent dans ce regroupement-là d'aller plus vite et d'aller plus loin. Au-delà des conférences et des échanges, cette tribune œuvre à l'épanouissement de la femme leader musulmane et à l'encourager à l'entrepreneuriat. Dans le reste de l'actualité, Moura, ce village du centre du Mali, a été la cible d'une opération antiterroriste entre le 23 et le 31 mars 2022. L'armée malienne affirme y avoir tué plus de 200 djihadistes. Des organisations de défense des droits humains évoquent un bilan largement supérieur et le massacre de civils djihadistes sans armes par les FAMA et leurs supplétifs russes. Un tribunal militaire malien a annoncé l'ouverture d'une enquête.
Les autorités refusent toujours que les Nations Unies se rendent sur place. Samedi, c'est le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagé, qui s'est rendu à Moura. En France, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, c'est l'affiche du second tour de la présidentielle qui aura lieu le 24 avril prochain. Les deux candidats sont encore sur le terrain pour la campagne de l'entre-deux tours. Les Français se prononcent sur ce résultat. Michel Digri. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se jettent ce lundi dans la bataille pour le second tour du 24 avril, avec un avantage pour le président sortant qui arrive en tête du premier tour avec un score de 27,6% contre 23,4% pour son adversaire. Oui, ça c'est mon président. Vous savez, il nous a donné la prime Ségur. Il m'a fait gagner 1500 € de plus parce que moi je suis aide-soignante. Donc, moi, c'est mon président, franchement. Toutefois, les deux candidats vont devoir remobiliser les électeurs, en partie mécontents de cette affiche. La première fois que je votais, en effet, et c'était décevant, du coup. J'aurais préféré un autre candidat, donc c'est assez décevant qu'il y ait la même chose à nouveau. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, je suis relativement déçue de cette affiche parce que j'espérais du changement, j'ai voté pour le changement et on se retrouve avec les mêmes protagonistes au second tour, donc voilà, déçue. Cette déception pourrait-elle avoir un impact sur le taux de participation au second tour? Dans l'état actuel des choses, je ne pense pas voter au second tour parce que je n'ai pas d'affinité avec aucun des candidats. Pour ceux qui iront voter, le choix est déjà fait. Donc on va reprendre du Macron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais votez l'extrême, encore s'ils avaient des idées, à part l'immigration. Leur fonds de commerce, c'est ça, l'immigration, l'immigration, l'immigration. Voilà. Maintenant, c'est les islamistes. Ils ont toujours un truc, de toute façon. Avant, c'était le père, maintenant, c'est la fille. Donc, heureusement qu'il n'y a pas la nièce. Hein. Les autres candidats qui appellent la population à voter tous pour Emmanuel Macron, en sachant tout ce qu'il a fait, pendant 2 ans qui n'était pas très correct, en affichant comme les masques pour les gamins dans les écoles et tout, les gamins de 3 ans dans les maternelles et tout, je trouve pas ça très normal. Le face-à-face de 2022 est identique à celui de 2017. Le résultat le sera-t-il lui aussi? Certains candidats ont tout de suite donné le ton. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse et même Fabien Roussel ont appelé à voter Macron, quand Éric Zemmour et Nicolas Dupont se sont prononcés en faveur de Marine Le Pen. L'issue du scrutin du 24 avril dépendra en grande partie du choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en 3e position avec 21,9% des voix. Mélenchon a déjà déclaré ceci, pas une voix pour Marine Le Pen, mais sans appeler à voter Macron. Que vont faire les quelques 20% d'électeurs qui avaient choisi l'insoumis? Ce sera l'une des clés d'un second tour qui n'est pas joué d'avance. Et en bref, en image, on le disait en titre, les forces ukrainiennes ont dit lundi se préparer à la chute de Mariupol, port stratégique du sud-est assiégé depuis plus de 40 jours par l'armée russe. Après 6 semaines de frappes et de combats intenses, la ville est déjà largement détruite. Les Russes font depuis des semaines le siège de Mariupol, dont la prise leur permettra de consolider leurs gains territoriaux sur la bande côtière le long de la mer d'Azov, en reliant les régions du Donbass à la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014. Les autorités politiques avaient déjà commencé à préparer les esprits à voir tomber Mariupol. Voilà, ainsi va la vie, ainsi va le monde. Très belle nuit à toutes et à tous. Dieu nous garde.